Bonjour à tous, merci Dr Oswald. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour ce symposium que nous avons construit pour vous sensibiliser à la présence des psychotraumatismes et notamment du trouble de stress post-traumatique que je vais appeler TSPT tout au long de ma présentation. Ce premier exposé, il abordera des éléments théoriques pour vous aider à comprendre les liens entre addiction et TSPT. Madame Fanny Carton discutera ensuite de la prise en charge clinique de cette comorbidité avec un accent particulier sur le travail en prison. Enfin, le professeur Georges Brousse, on espère qu'il sera là à temps, proposera une ouverture vers une vision trielle mêlant de façon plus large addiction, psychotraumatisme et psychopathologie. Et je vais mettre mon PowerPoint surtout. Alors, voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je vous propose d'aborder 3 questions dans ce premier exposé. Tout d'abord, qu'est-ce que le TSPT, donc le trouble de stress post-traumatique? Ensuite, pourquoi s'intéresser à la comorbidité addiction et TSPT? Enfin, comment comprendre cette comorbidité? Quels sont les liens qui unissent les deux troubles? Comment expliquer leur présence conjointe? Je ne vais pas revenir sur les définitions des addictions, parce que cela a sûrement déjà été fait tout au long de la journée. Par contre, je vais volontairement utiliser le terme général d'addiction pour référer aux conduites addictives de façon large et englober les troubles d'usage de substances, y compris l'alcool, et également les addictions dites comportementales. Donc, les contenus que je vais aborder, pour la plupart, en tout cas pas mal d'études, ont été réalisés en lien avec l'alcool, mais mes propos ne s'y limitent pas nécessairement. Alors, commençons tout de suite par qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Le trouble de stress post-traumatique est un trouble qui est susceptible de survenir à la suite d'une exposition à un événement traumatique. D'après le DSM-5, cet événement traumatique correspond à l'exposition à la mort, ou à une menace de mort, ou à une blessure grave, ou des violences sexuelles. En tant que victime, proche d'une victime, témoin ou par exposition répétée, par exemple dans le travail. Le TSPT est caractérisé par 4 principaux ensembles de symptômes. Des symptômes d'intrusion, comme des souvenirs et rêves répétés et envahissants, ou des flashbacks au cours desquels la personne peut avoir l'impression de revivre l'événement et peut se sentir déconnectée du moment présent, de son environnement. Des symptômes d'évitement des personnes, des lieux ou des pensées associées à l'événement ou susceptibles de les lui rappeler. Des symptômes d'altération de l'humeur et de la cognition, comme des états émotionnels négatifs persistants, des croyances et attentes négatives par rapport au monde et à soi-même, ou encore des difficultés de concentration et de mémoire. Le 4e cluster de symptômes, ce sont des symptômes de modification de l'état d'éveil et de la réactivité, et notamment de l'irritabilité et de la colère, voire des comportements plus impulsifs et autodestructeurs. On peut observer une hyperactivation et une hypervigilance qui va être accompagnée de signes comme des sursauts exagérés ou des troubles du sommeil. Le TSPT, c'est un trouble qui va s'installer dans le temps. Donc, dans le décours immédiat de l'événement traumatique, les symptômes que je viens d'évoquer, qui traduisent une détresse intense, sont considérés comme reflétant un état de stress aigu. On parle de TSPT, et d'abord de TSPT aigu, lorsque ces symptômes vont persister plus d'1 mois et impacter plus durablement le fonctionnement de l'individu, ce qui va entraîner une souffrance significative. Chez la plupart des personnes, toutefois, l'évolution va être généralement favorable, avec une diminution progressive des symptômes dans les 3 mois suivant l'événement traumatique. Toutefois, chez un certain nombre de personnes, en général 20%, autour de 20%, mais cela peut varier un petit peu en fonction du type d'événement traumatique, les symptômes vont persister, voire augmenter ou alors apparaître chez une personne qui semblait aller plutôt bien jusque-là. Chez ces individus, le stress initial ne diminue pas. C'est pourquoi, en fait, il ne s'éteint pas. C'est pourquoi on caractérise souvent le TSPT comme un déficit d'extinction de la peur. Dans certains cas, il arrive aussi que les symptômes soient initialement absents et se manifestent plus de 6 mois, voire des années après l'exposition traumatique. On parle alors de TSPT à expression retardée ou TSPT tardif. En termes de prévalence, des données agrégées récentes de l'OMS indiquent des taux de prévalence vie entière du TSPT en population générale d'environ 3,9%.
En Belgique, 2,7% de la population présentera un TSPT au cours de sa vie. En France, 3,9%, aux Pays-Bas, 4,4%, et à titre de comparaison, ce chiffre s'élève à 6,9% aux États-Unis. Donc ces prévalences, elles caractérisent le trouble de stress post-traumatique comme fréquent, mais elles augmentent de façon très conséquente dès qu'on s'intéresse à l'association du TSPT avec d'autres troubles. Donc, passons d'ailleurs directement à notre seconde question. Pourquoi s'intéresser à la prévalence de TSPT chez les patients présentant une addiction? Donc, tout d'abord, comme je viens de le sous-entendre, parce que cette comorbidité est très fréquente. Les prévalences, elles ne sont pas faciles à estimer parce qu'elles varient beaucoup d'une étude à l'autre et elles sont pour la plupart américaines. Mais il semblerait qu'en population générale, approximativement un tiers des individus qui présenteront un TSPT présenteront également les critères d'un trouble d'usage de substances durant leur vie, en ce compris l'alcool. Dans les structures de soins pour addiction, il est parfois proposé que jusqu'à 2 tiers des patients rempliraient les critères du TSPT. Des données européennes plus récentes évoquent toutefois plutôt 15 à 25%. Parmi les individus qui sont traités pour un TSPT, par contre, 40% présenteraient un trouble d'usage de substances au moins. Même si ces chiffres sont élevés, l'identification de cette comorbidité peut être difficile dans la pratique, avec un risque de sous-estimation de la présence de TSPT. Pourquoi? Eh bien, sans doute en partie parce que dans les addictions, comme dans le TSPT, les symptômes peuvent fluctuer. On sait que les rechutes font partie intégrante de la pathologie addictive, et j'ai déjà mentionné la possibilité que le TSPT ne se manifeste que de façon tardive, ce qui peut compliquer le diagnostic. Il peut aussi être difficile de distinguer en quoi certains symptômes ne relèvent pas uniquement de l'addiction, mais plutôt d'un TSPT ou également d'un TSPT sous-jacent. Prenons l'exemple d'une personne qui présente des troubles du sommeil et des comportements à risque. Est-ce uniquement lié aux effets de la substance consommée ou y a-t-il d'autres raisons sous-jacentes ou y a-t-il une symptomatologie liée au trauma derrière le profil? Donc, dans quel cas est-ce que les symptômes relèvent-ils plutôt d'une symptomatologie traumatique? Certaines études indiquent d'ailleurs, suggèrent que les cliniciens pourraient tendre à sous-estimer la présence de TSPT et soulignent l'intérêt de pouvoir utiliser des questionnaires autorapportés qui questionnent le trauma. En tout cas, il y a la question d'aborder cette thématique avec le patient. On sait aussi qu'historiquement, les programmes de traitement des addictions n'abordaient pas en fait, le TSPT, de peur de stimuler ou d'exacerber les symptômes, notamment d'intrusion ou d'évitement et de reviviscence. Donc on craignait d'augmenter la consommation qui était déjà, et surtout en fait, de compromettre les périodes d'abstinence qui étaient déjà très fragiles. À l'heure actuelle, ce raisonnement il a été empiriquement invalidé. Mais pour autant, en tant que clinicien, on peut présenter des difficultés, ne pas savoir si on est suffisamment outillé pour aborder le trauma, avec la sensation qu'on ne peut pas toujours, entre guillemets, tout ouvrir et explorer, en particulier dans le cadre, par exemple, de sevrage hospitalier, de prise en charge de courte durée, pendant lesquels c'est pas facile d'aborder tous les sujets. Le risque, toutefois, c'est de devenir co-évitant avec le patient. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tout démêler? Une troisième raison pour laquelle il faut s'intéresser à la comorbidité addiction et TSPT, c'est que l'on observe un tableau clinique complexe et potentiellement plus sévère que pour chaque pathologie isolément. Je préfère dire potentiellement plus sévère dans la mesure où certaines études vont montrer que c'est bien le cas, tandis que d'autres sont un petit peu plus mitigées. Mais globalement, on observe tout de même une détresse plus importante avec une majoration des symptômes des deux troubles. Ce qui a amené certains auteurs à proposer qu'il puisse y avoir un effet additif ou une synergie entre les deux troubles. On est aussi sur un profil qui est associé à une proportion plus élevée de maltraitance infantile par rapport à un TSPT ou une addiction isolée. Donc ces maltraitances infantiles, elles peuvent avoir des impacts durables, nous allons le voir un tout petit peu plus loin. Les comorbidités supplémentaires sont aussi fréquentes dans ce profil duel. On peut aussi avoir de la dépression, de l'anxiété, des troubles bipolaires et psychotiques, mais je n'en cite que quelques-uns ici. Si on s'intéresse plutôt aux mécanismes cognitifs cette fois, les études rapportent en particulier des difficultés accrues de régulation des émotions et de contrôle des comportements
impulsif, le tout étant associé à davantage de craving. Le craving, vous le savez, hein, c'est donc cette envie irrépressible de l'objet d'addiction. Les individus avec un double diagnostic présenteraient également plus de difficultés interpersonnelles qui seraient sans doute liées à des capacités potentiellement diminuées à bien interpréter les informations sociales. Donc, si l'on résume ce profil en termes de processus transdiagnostique, donc commun aux deux pathologies, grâce à cette figure de synthèse qui est proposée par In et collègues, c'est un article que je vous conseille volontiers. Donc, nous avons un dérèglement en fait, du traitement des émotions et de la séance des stimuli de l'environnement qui est associé à des difficultés exécutives, notamment du contrôle inhibiteur et une moindre cognition sociale. Sur le plan neurobiologique, ça se traduit également par des dérèglements complexes, donc sans rentrer dans les détails, hein, mais on est face à des personnes qui présentent des altérations de deux circuits cérébraux importants, le circuit de la récompense, généralement associé aux addictions, et le circuit du stress, de la peur, plus fréquemment lié au TSPT. Donc vous avez ici en vert et en rouge les structures et les voies clés du système de la récompense et du stress, de la peur respectivement. Ce que l'on peut observer d'emblée, c'est que ces deux systèmes y sont très liés et ils partagent toute une série de structures en commun. Donc, à l'heure actuelle, en fait, il y a peu d'études qui ont vraiment étudié le profil comorbide, donc la pathologie duelle du point de vue neurobiologique, mais on sait qu'il y a des altérations de ces deux circuits dans chaque pathologie isolément. Donc, par exemple, hein, dans les addictions, pour donner un exemple très parlant, on sait que le sujet va d'abord mettre en place la consommation ou le comportement addictif pour augmenter les affects positifs, donc dans dans une dynamique de plaisir, mais qu'il va dans un second temps se retrouver à devoir continuer à consommer pour cette fois-ci faire face aux affects négatifs et au stress qui sont générés par le craving et le sevrage. Dans le TSPT, on note une diminution du niveau et de l'étendue de l'activation du système de récompense en réponse aux stimuli positifs. Un certain nombre d'auteurs proposent qu'il puisse en fait y avoir une capture trop importante du système de la récompense par les stimuli aversifs, dont les stimuli liés au trauma, ce qui le rendrait moins réceptif, moins disponible pour les stimuli à valence positive, ce qui participerait à un certain nombre d'éléments du profil de symptômes. Alors, le retentissement fonctionnel de ce profil complexe, il est évidemment particulièrement sévère. Les individus avec un double diagnostic, ils présentent une moins bonne santé mentale, mais aussi physique générale, associée à une moins bonne qualité de vie. Ils présentent un fonctionnement psychosocial qui va être appauvri, que ce soit dans la sphère familiale ou professionnelle. Donc, j'en parle parce que c'est vrai qu'on aborde de plus en plus cette question du soutien social parce qu'on sait que c'est un facteur majeur de protection dans la santé mentale de façon générale. D'ailleurs, le soutien social est lié de façon inversement proportionnelle à la sévérité des symptômes de TSPT et à l'usage problématique de substances. Malheureusement, dans ce profil comorbide, on observe que les individus ont moins souvent un partenaire de vie, donc ils ont la proportion de personnes qui vit avec un individu un proche important est moindre. Et ils ressentiraient aussi plus d'appréhension, donc dans le sens de plus de stress, plus de détresse, plus d'inconfort et plus d'anxiété à l'idée de s'engager dans des relations proches. Donc ces individus ne bénéficient pas d'un soutien social important. Alors je parle de ces éléments dans la rubrique retentissement fonctionnel entre guillemets, mais on est bien d'accord que ces éléments peuvent aussi, ces difficultés sociales par exemple, peuvent être présentes avant l'instauration du trouble duel et également constituer un facteur de risque. Alors, il est également important de tenir compte du risque d'idéation et de tentative suicidaire qui est augmenté de 5 à 10 fois chez ces patients. Au final, le pronostic global est donc plus négatif que pour chacune des deux pathologies isolées, avec de plus hauts taux de mortalité. Enfin, donc c'est sans surprise que l'on observe une moindre réponse aux soins, avec une moindre adhérence au traitement, une nécessité de plus d'hospitalisation et des périodes d'abstinence plus courtes avant une rechute du comportement addictif. Donc, à la question « Pourquoi s'intéresser à la comorbidité ?», on peut répondre qu'il s'agit d'un vrai challenge pour les cliniciens, avec la difficulté de savoir comment prioriser et intégrer le traitement des deux troubles.
Donc, mieux comprendre la comorbidité est donc central pour tenter de limiter l'errance thérapeutique. Passons dès lors à notre troisième question. Comment comprendre les liens entre les deux troubles? Comment se mettent-ils en place? Peut-on imaginer que l'un s'instaure avant l'autre? Donc c'est un peu la question de l'œuf et de la poule. La première hypothèse, c'est celle des facteurs communs ou vulnérabilités communes. Cette hypothèse, elle propose que les addictions et le TSPT partagent toute une série de facteurs de risque communs et que leur apparition et leur association ne seraient donc pas nécessairement causales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trouble qui entraînerait nécessairement l'autre, mais il pourrait s'instaurer de façon conjointe en lien avec des facteurs génétiques, environnementaux et personnels qui seraient identiques. Une fois instaurés, par contre, ces deux troubles pourraient évidemment s'auto-entretenir. Donc, sur le plan génétique, des études ont par exemple montré que jusqu'à 30% de la vulnérabilité génétique pour le TSPT était partagée également avec le trouble d'usage de l'alcool. Parmi les facteurs environnementaux, l'exposition à des événements traumatiques pourrait être un précurseur commun, sachant que le TSPT n'est pas le seul trouble qui peut se développer à la suite de l'exposition à une situation traumatique. Le stress et l'exposition à l'adversité en début de la vie, je reviens sur cet aspect, pourraient avoir un rôle particulier dans la mesure où ils peuvent induire des changements au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui est lié au cortisol. Ils peuvent aussi entraîner des changements au niveau du système dopaminergique et des modifications du fonctionnement de l'hippocampe et du cortex préfrontal qui jouent un rôle important tous les deux dans tout ce qui est mémoire et apprentissage. Et l'ensemble intervient évidemment à la fois dans les addictions et dans le TSPT. Enfin, les facteurs individuels, ils peuvent aussi inclure l'impulsivité ou une tendance à réagir de façon excessive, en tout cas plus importante que d'autres individus aux stimuli émotionnels. Imaginons maintenant que l'addiction précède le TSPT. Une seconde hypothèse, l'hypothèse du risque accru, propose que l'addiction augmente le risque de s'exposer à des événements potentiellement traumatiques et ou va altérer la capacité à détecter les signaux indiquant un danger dans l'environnement, ce qui va augmenter indirectement le risque de TSPT. Une troisième hypothèse, dans le prolongement de celle que je viens d'introduire, propose que l'addiction puisse non seulement augmenter le risque d'exposition traumatique, mais aussi plus directement augmenter la sensibilité au TSPT. Je m'explique. Par exemple, l'addiction pourrait interférer avec la capacité à gérer efficacement les émotions négatives. Elle pourrait augmenter les niveaux d'anxiété et d'activation physiologique, en particulier lors du sevrage, et elle pourrait favoriser l'évitement et donc une forme d'absence de traitement, de digestion du travail du matériel traumatique, ce qui peut avoir des implications au niveau de mécanismes liés à la mémoire. Et dans le trauma, toute la question de la mémoire est une question évidemment centrale. Donc, d'après cette hypothèse de sensibilité, l'individu serait donc déjà plus vulnérable lorsqu'il serait confronté à un événement potentiellement traumatique. Même si l'hypothèse de la sensibilité accrue, elle va généralement plus de l'addiction vers le TSPT, il a également été proposé que le TSPT puisse augmenter la prédisposition à développer une addiction, en potentialisant des traits comme par exemple les troubles externalisés du comportement qui vont être associés à la consommation de substances à l'âge adulte. L'hypothèse la plus adoptée pour expliquer cette possibilité que ce soit le TSPT qui induise ou en tout cas précède l'addiction, c'est notre dernière hypothèse qui est celle de l'automédication. L'hypothèse de l'automédication, elle suggère que l'individu présentant un TSPT mettrait en place des comportements addictifs pour tenter de gérer, de diminuer ou de contrôler les symptômes du TSPT, notamment les reviviscences ou l'hyperactivation. Et le soulagement initial qui en découlerait renforcerait la poursuite du comportement, ce qui favoriserait évidemment la mise en place de la dépendance. Il a été proposé que ce mécanisme puisse avoir deux volets. Un volet plus inconscient où l'individu, à force de répétition, pourrait apprendre à détecter préconsciemment les indices interoceptifs, c'est-à-dire des indices liés à des éléments corporels internes, de symptômes de TSPT, même à de très faibles intensités. Et il pourrait y avoir un volet où l'individu expérimente consciemment des niveaux plus élevés d'affect, des affects souvent négatifs, et va développer des attentes et des biais cognitifs par rapport à des stratégies antérieures qui l'avaient aidé à diminuer ces symptômes, et notamment le comportement addictif.
Cette hypothèse de l'automédication, c'est celle qui apparaît actuellement la plus soutenue dans la littérature, mais c'est aussi celle qui a été la plus étudiée. Les tenants de cette hypothèse y montrent notamment que le craving augmente après la présentation d'indices liés au trauma par rapport à des stimuli neutres. Ils montrent également que le lien entre exposition traumatique et addiction est bien médié, est bien expliqué par les symptômes du TSPT. Une critique qui peut quand même être formulée à ce stade, c'est que l'on interprète cette relation comme signifiant une automédication. Mais qu'en est-il vraiment des motifs de consommation des individus? Est-ce qu'ils consomment effectivement dans une visée d'automédication? Donc les données obtenues ont confirmé que oui, en tout cas la plupart des études montrent que le lien entre les symptômes de TSPT et l'addiction serait bien expliqué, ou partiellement expliqué, par les motivations de coping, c'est-à-dire des stratégies d'adaptation poursuivies par l'individu, ce qui va bien dans le sens de l'automédication. Sur le plan neurobiologique, des études ont également montré que l'utilisation de substances, dont l'alcool, permettrait de normaliser le niveau de certains neurotransmetteurs, donc par exemple, qui sont dérégulés dans le TSPT, comme par exemple les endorphines ou le glutamate ou le GABA. Je vais être rapide, mais il y a aussi des nouvelles techniques qui permettent de récolter pas mal de données sur plusieurs jours d'affilée, et ces données permettent de montrer que l'augmentation des symptômes de TSPT est associée à une augmentation de la consommation, mais que la relation inverse n'est pas vérifiée. Comme toujours, les données les plus intéressantes, elles sont toutefois issues des études longitudinales conduites sur des plus longues durées. Par exemple, l'étude de Haller et Chassin est un exemple particulièrement intéressant. Ces auteurs, ils ont tenté de tester les 4 hypothèses explicatives dans un même modèle en suivant une cohorte de presque 400 adolescents sur une période de 12 ans, de leurs 13 à 25 ans. Voici en couleur les relations testées pour mesurer les 4 hypothèses. Donc, au temps 1, les auteurs ont mesuré l'adversité familiale ainsi que les éventuels problèmes de consommation de substances, alcool et drogue, chez les adolescents avant toute exposition traumatique. L'adversité familiale, elle recouvre les conflits et stress familiaux, les troubles d'usage de l'alcool et les autres psychopathologies parentales. Au second temps, 7 ans après, ils ont mesuré l'exposition traumatique et les symptômes de TSPT. Et enfin, au troisième temps, donc 5 ans encore après, ils ont mesuré les problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Ce que les résultats ont montré, c'est davantage de soutien en lien avec l'hypothèse d'automédication. Les symptômes de TSPT au temps 2 prédisaient les problèmes d'alcool et de drogue au temps 3, au-delà de l'influence des risques familiaux, des problèmes de consommation préalables, pré-traumatiques, de l'exposition traumatique et d'autres variables psychosociales, sociodémographiques qui avaient été mesurées et contrôlées dans l'étude. Pour chaque symptôme de TSPT supplémentaire, le risque de problèmes de consommation de drogue ou d'alcool augmentait de 10%. Les résultats ont également mis en évidence un soutien partiel pour l'hypothèse du risque accru, dans la mesure où les problèmes de consommation au temps 1 augmentaient légèrement le risque d'exposition à de la violence agressive, mais pas les autres types de traumatismes potentiels. L'hypothèse des facteurs communs n'était que très peu étayée et l'hypothèse de la sensibilité accrue, pas du tout. Donc, que disent les revues de littérature et méta-analyses récentes? Elles vont globalement dans le même sens et soutiennent qu'il y a plus de preuves en faveur de l'automédication. Mais elles soulignent toutefois un certain nombre de limites méthodologiques. Elles tendent finalement à suggérer, un petit peu à l'image de ce que Haller et Chassin viennent de montrer, que les quatre hypothèses explicatives ne seraient pas mutuellement exclusives. Donc, je viens de vous brosser un profil assez général, mais bien comprendre la comorbidité, c'est aussi tenir compte de la présence de différences interindividuelles. Donc les différents facteurs et les différents mécanismes que je viens d'évoquer, ils peuvent aussi être modulés, modifiés en fonction du genre ou du type de substance consommée, ce qui doit évidemment induire une réflexion plus individualisée au niveau de la recherche et de la clinique. Donc, par exemple, je ne l'ai pas mentionné en début d'exposé, mais pourtant c'est une donnée très importante, le TSPT est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Les facteurs de risque communs entre le TSPT et les addictions peuvent aussi différer selon le genre. Par exemple, il y a des études qui montrent que l'association que chez l'homme, en fait, il y aurait une association plus importante entre les symptômes de TSPT et des difficultés de contrôle des impulsions, tandis que chez la femme, les symptômes de TSPT seraient plus associés à une difficulté à engager et à maintenir des comportements orientés vers des buts dans la durée.
avec dans les deux cas des conséquences pour les comportements addictifs. Le type de trauma va influencer aussi le profil psychopathologique. Donc, le risque de développer un TSPT est par exemple plus important dans les situations d'exposition à des violences interpersonnelles, d'autant plus lorsqu'il y a une haute cruauté comme malheureusement la torture ou les attentats. Enfin, certains auteurs proposent aussi que les effets d'automédication pourraient ne pas nécessairement être les mêmes en fonction... Enfin, en fait, les auteurs proposent que l'on ne recherche pas les mêmes effets en fonction des substances et que du coup l'association entre les symptômes de TSPT et les substances différerait. Donc il n'y aurait pas toujours le même motif derrière la consommation. Donc outre la consommation de substances, il serait évidemment très intéressant d'étudier les spécificités des addictions comportementales. On sait, mais c'est un constat assez général, mais que des différences culturelles et d'origine ethnique sont également susceptibles d'influencer à la fois le trauma et les addictions. Donc, en conclusion, que retenir? Eh bien, le TSPT est une comorbidité qui est très fréquente dans les addictions et elle n'est pas toujours facile à identifier, notamment en raison du développement possible d'un TSPT tardif. Cette comorbidité, elle est malheureusement très délétère pour l'individu, dont le pronostic est péjoré. Les pistes éthiopathogéniques, elles sont croisées et elles indiquent une automédication possible qui nécessite d'investiguer la fonction de l'addiction. Sur le plan neurobiologique, les deux troubles ont des actions sur des régions communes qui contribuent à déréguler des processus cognitifs clés de maintien des troubles. Donc évidemment, il s'agit de pistes intéressantes pour les prises en charge. L'ensemble doit toutefois tenir compte des spécificités interindividuelles. Donc nous sommes en fait dans un cas complexe d'interaction où un ou des produits ou comportements vont entrer en contact avec un individu qui présente des vulnérabilités spécifiques dans un environnement qui peut inclure une ou des histoires traumatiques. L'idée ici, à travers notre symposium, c'est évidemment de vous inviter à essayer d'en tenir compte pour ne pas passer à côté des conséquences des potentiels traumas.